dans En Bonne Voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie. Bonjour Émilie. Bonjour Anaïs. Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix. Et pour le premier épisode, nous allons envisager la voix du point de vue de la prononciation, de l'intonation et des propriétés géographiques, communautaires et socioculturelles qui y sont associées. Nous recevons Fanny Robles, qui est enseignante-chercheuse à Aix-Marseille Université. Elle travaille sur la littérature victorienne, les spectacles coloniaux et la performance postcoloniale. Mais elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son outil de travail, sa voix et plus particulièrement son accent. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny. Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de connaître l'orthographe. À cette époque-là, un analphabète, créé tous les jours, était obligé de se forger un peu sa langue. Se la forger à la fréquentation de ses copains. Si 3 ou 4 types dans un village étaient un peu doués, ils arrivaient à créer une espèce de langage avec des expressions très particulières d'ailleurs à ce village, qui petit à petit ont disparu. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, on n'en a plus besoin de ces expressions, puisqu'il suffit d'aller à l'école, de sucer ce truc avec l'enseignement obligatoire pour avoir la langue. Alors on la cherche pas quand on n'a pas besoin de quelque chose. Quand un outil existe déjà, on s'en fabrique pas un, et souvent l'outil que l'on se serait fabriqué irait plus loin et travaillerait mieux que l'autre, que celui qu'on nous donne tout fait. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu. Nous venons d'entendre, Fanny, Georges Brassens parler de la langue française dans une émission qui s'appelle La Malparole en 1976. Alors, est-ce que cet extrait vous fait réagir d'une quelconque manière ? C'est un extrait que je voulais qu'on écoute parce que je suis née et j'ai grandi à Béziers, qui est à côté de Sète. Et Georges Brassens était sétois. Il avait un accent particulier qui ne l'a pas empêché de rentrer dans le patrimoine national comme un des plus grands paroliers qu'on ait jamais eu. Je me rends compte, ne serait-ce qu'en parlant, parce qu'on est dans une cabine d'enregistrement, que je suis en train de changer ma voix, ce qui en soi est intéressant. Mais oui, je voulais partir de ça, en fait, peut-être du bien commun, parce que c'est la richesse de nos accents fait partie de la richesse de la France. Et je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui. On prend Brassens comme... pour nous, il est acquis, en fait. Il fait partie du patrimoine, mais il faudrait essayer de garder à l'esprit cette richesse-là. Oui, outre le patrimoine, la culturelle des chansons de Brassens, on peut se demander qui encore véhicule ce type d'accent et d'identité régionale aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, on parle d'un accent ici du Midi, qui n'est pas donc celui du Sud-Ouest, puisque donc Fanny, vous l'avez dit, vous êtes née à Béziers, mais c'est vrai que pour nous, à côté de Marseille, on va penser à l'accent du Sud-Ouest. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu en arrivant à Marseille en 2016 et en prenant mon poste à l'université d'Aix-Marseille. Le fait que j'avais un accent du Sud-Ouest, parce que c'est un accent qui vient sans doute de l'ouest d'Arles. Et par définition, l'ouest d'Arles, c'est le Sud-Ouest pour les gens d'ici. J'étais consciente qu'il y avait des différences de prononciation, de légères différences de prononciation parmi les gens du Sud. Mais je pensais arriver à me fondre dans la masse, alors qu'après 2 phrases, en général, un Marseillais va m'identifier relativement rapidement comme quelqu'un qui n'est pas d'ici. Donc, officiellement, j'ai un accent du Sud-Ouest, même si pour moi, quand j'ai grandi, on disait qu'on avait l'accent du Midi, parce que quand on trace un trait qui part de Paris, qui descend tout droit vers la mer, on passe par Béziers. Donc c'est le milieu, c'est le Midi. Alors il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit Brassens, c'est le lien entre l'éducation et la perte de créativité dans le langage d'une personne. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez choisi cet extrait ? Oui, c'est aussi pour ça, c'est vrai. Dans la suite de l'extrait, Brassens dit qu'il y a des génies qui arrivent à emprunter un peu à toutes ces expressions, tous ces accents très locaux pour enrichir la langue. Et je pense que c'est vraiment une richesse, c'est-à-dire qu'un accent, il
il est lié certes à une intonation, mais il est aussi lié à une autre langue. Moi, dans mon cas, c'est l'occitan. Je ne parle pas l'occitan, au grand désespoir. Je me souviens de la génération de mes grands-parents, dont certains, pas mes grands-parents eux-mêmes, mais je pense à mon grand-oncle Roger qui était vraiment attristé du fait que je ne parle pas occitan, alors que sa petite fille, à lui, parle occitan. Mais on a des expressions d'occitan francisé qui restent et qui ne sont pas prononçables avec un accent entre guillemets standard. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples? C'est-à-dire que, alors, je pense que pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est-à-dire le mot que j'utilise avec mes proches et les gens avec qui j'ai grandi, mes amis d'enfance, etc., ça va être le verbe espanter. Et il faut dire espanter. Si on ne dit pas espanter, si on dit espanter, on le prononce mal. Et là, pour le coup, c'est une forme de retour du défaut de prononciation. On va dire à celui qui le prononce mal qu'il le prononce mal, précisément. On retourne la norme, en fait. Donc moi, c'est ce mot-là, et c'est un mot qui est irremplaçable, parce qu'on le traduirait par être émerveillé. Mais c'est un mot que j'utilisais beaucoup, que ce soit à l'impératif, espante-toi. On a même inventé ce nom, l'espantation, qui vient du verbe s'espanter. Et c'est lié à aussi une forme de joie devant la vie, qui est liée à l'accent aussi, je pense. Que quand on fait l'effort de gommer ce mot du vocabulaire, et moi ça m'est arrivé à Toulouse parce que je suis partie faire mes études à Toulouse en classe préparatoire, et que ça a été le moment où la norme, une norme que je ne connaissais pas, mais revenue par la figure, et où on m'a dit que j'avais un défaut de prononciation. Voilà, norme linguistique. Voilà, la norme sur le bon français, le français qu'il faut pour rentrer à Normal Sup. Visiblement, je ne l'avais pas parce que je n'y suis pas rentrée, même si il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je n'y suis pas rentrée, évidemment. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à Toulouse, en classe préparatoire, avec des gens qui avaient été sélectionnés pour être là, donc qui venaient du sud-ouest, mais qui venaient pas que du sud-ouest, et quand ils venaient du sud-ouest, de milieux sociaux plutôt élevés, que s'espanter, être espanté n'existait pas en français, enfin c'est ce qu'on m'a un petit peu suggéré, et je l'ai enlevé de mon vocabulaire, et quelque part, j'aime beaucoup rentrer chez moi et le réutiliser, enfin chez mes parents, dans ma famille, le réutiliser avec mes amis du lycée, parce que j'ai l'impression que je retrouve cette joie que j'ai perdu en le gommant de mon vocabulaire. On voit que l'accent dépend aussi de l'endroit où on se trouve, et c'est intéressant parce que vous avez fait référence à votre famille dès que vous nous avez parlé de l'accent. Donc est-ce que pour vous, l'accent, c'est lié à justement un endroit, à un lieu, et éventuellement à des racines en fait, familiales et géographiques? Oui, alors pour moi, c'est très lié à ça. Je suis consciente qu'il y a une dérive possible à ce genre de discussion qui serait de parler d'identité, essentialiser mon identité, parler de mes racines dans ce sens-là. C'est dangereux, hein. On sait qu'il y a malheureusement des identitaires occitanistes, ça existe. Je me souviens d'un concert de Massilia Sound System à Toulouse où ils avaient dit qu'ils étaient contre le racisme, qu'il soit français ou occitan. Et donc je sais, pour avoir grandi à Béziers et y être très attachée aujourd'hui, je sais que ça existe, cette dérive-là. Donc je veux surtout pas aller dans cette dérive-là. Je sais que c'est pas votre intention de m'y amener, évidemment. Mais je tenais quand même à le souligner parce que la discussion sur les racines, sur l'accent qu'on a quand on vient d'un endroit, et donc si on n'a pas l'accent de l'endroit, ça veut dire qu'on n'en vient pas vraiment, etc. C'est un gros danger qu'il faut souligner. Mais moi, en tout cas, il est clair que quand on se moque de mon accent, ou quand je ressens chez la personne à qui je parle que mon accent est attaché au ridicule, moi, ça me renvoie à vraiment mon histoire familiale, au fait que mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, mais c'est ma grand-mère qui nous racontait ça, n'avait pas le droit de parler occitan à l'école. Et quand il parlait occitan, dans la cour ou dans la classe, il se faisait punir. Oui. Parce qu'il fallait parler français. Et mes grands-parents avaient un accent, avaient mon accent. Mon accent, c'est celui de beaucoup de monde, en fait. Et c'est aussi l'accent de ceux qui m'ont construit, qui ont fait que je suis moi. Je suis très attachée à ma famille, et ils m'ont vraiment donné beaucoup. Et ils m'ont amené là où je suis aujourd'hui, donc je leur en serai toujours très reconnaissante. Donc
mon accent, c'est pas juste moi. C'est oui, c'est un patrimoine aussi régional, mais culturel et familial. Ouais, tout à fait. D'où le drame de devoir le gommer à un moment ou un autre. Oui, tout à fait. Ça veut dire supprimer son identité, supprimer qui on est. Renier en tout cas une part d'un héritage qui nous construit en tant que personne dans notre identité. Si on essaie d'avoir à l'esprit cette fameuse photo qui est vendue sur les quais de Seine, mais pas seulement, qu'on connaît tous, où on a Léo Ferré, Jacques Brel et Georges Brassens, et c'est une sorte de trinité de la chanson française qui est... encore une fois, partagé par tous les Français, qui me fait même partie, non pas du tout de la sous-culture, mais de la culture qui est valorisée. Ces 3 personnes avaient un accent. Jacques Brel était belge, voilà. Léo Ferré, c'est plus votre coin à vous, mais je trouve ça vraiment très dommage. Et je pense qu'il y a eu une forme, à un moment donné, avec les films de Pagnol, on en parlera peut-être, mais... de valorisation de l'accent, c'est-à-dire l'idée que quand on faisait un film qui se passait à Marseille, les acteurs qui ne maîtrisaient pas cet accent s'y mettaient un peu en fait. Voilà. Et le prenaient pour faire couleur locale. Encore une fois, je veux absolument pas dire que quand on est de Marseille, on se doit d'avoir l'accent. La norme est dangereuse dans quelque sens qu'elle soit d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est un peu dommage qu'on ait perdu un peu... qu'on ait perdu la mémoire de ce point de vue-là. Alors, en parlant de Pagnol, on va écouter un petit extrait d'une interview qui date de 1969. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a presque 20 accents simplement à Marseille? À Marseille, oui. Au fond, il y a des accents de quartier. Il y a l'accent du Vieux-Port. C'est celui-là que j'ai employé pour écrire Marius ou Fanny. Maintenant, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, que tu connais bien. Qui font semblant de ne pas avoir d'accent. Et que notre cher Charpin prenait lorsqu'il avait à jouer un Parisien et il croyait qu'il avait l'accent parisien. Oui. Puis il y a l'accent de la Plaine. Oui, énormément d'accent. Saint-Michel. Oh, oui, ça varie un peu avec les quartiers. Il faut dire aussi que ça varie avec les classes sociales. N'est-ce pas? Le peuple a un accent beaucoup plus large. Les patrons de bistrot, le bel accent qu'a Rému dans... C'est ça. Ouais. Il n'est pas marseillais. La mer. Il est toulonnais. Est-ce que c'est la mer? Justement, la grande marque de l'accent marseillais, c'est le R, qui est un R qui est plutôt une rota. Nous disons noir, nous disons le soir. Et quand les Parisiens veulent prendre l'accent marseillais, ils ne savent pas faire ce R. Beaucoup de réactions pendant la vidéo. Le petit lapsus, presque lapsus, l'accent marseillais. J'aime bien. Peut-être, Fanny, vous voulez réagir en premier? Non, c'est toujours fascinant pour moi de voir qu'il y a 20 accents marseillais, si ce n'est plus. On est déjà pas d'accord. Ouais. Même si, voilà, est-ce que ces 20 accents existent encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont aussi prégnants qu'à l'époque de l'interview de Pagnol? C'est une question, mais... Ils ont sûrement évolué. Ouais, parce que l'accent toulonnais... Les quartiers eux-mêmes ont évolué. L'accent a dû suivre. Ouais. Mais il y en a qui se perdent, je pense. Sûrement. L'accent de route, justement. Du Vieux-Port, peut-être. Ouais. Mais je pense que ce qui est... moi, ce qui me frappe dans les films de Pagnol et dans cette époque-là, c'est que, certes, Rému avait des scènes comiques qu'on a tous à l'esprit, mais il pouvait aussi avoir des scènes dramatiques. Et on en revient un petit peu à Brassens qui n'était pas là, il n'était pas pittoresque, Brassens, parce que c'était un poète. Et quelque part, c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une sorte d'art sérieux. Oui, c'est terrible à dire. Oui, mais c'est-à-dire pas dans le comique, pas dans les bons sentiments, pas dans une forme de cliché sudiste véhiculé par les médias malheureusement trop souvent, mais un art sérieux qui se déploierait avec un accent. Oui, pour, disons, accréditer un petit peu, faire valoriser le côté de j'ai un accent, mais c'est pas ça mon propos. Mon propos ne tient pas dans mon accent. Il tient dans ce que je peux proposer culturellement parlant en tout cas. Mais
Et ce qui est aussi intéressant dans la vidéo qu'on vient de voir de Pagnol, c'est qu'il nous parle aussi du lien avec la classe sociale. Puisqu'apparemment, la différence, en tout cas, qu'on peut voir dans le Marseillais, si on peut en parler comme ça, c'est en fonction des quartiers, donc en fonction de l'appartenance sociale des gens qui parlent. Oui, c'est vrai que moi, je connais mieux le contexte toulousain. Je me souviens j'ai un exemple d'une personne qui est issue, on va dire, de la haute bourgeoisie toulousaine et qui, donc, et je dis donc volontairement parce que ça peut sembler une conséquence logique un peu choquante, mais haute bourgeoisie toulousaine, donc l'accent est gommé. Et il y a une éducation, il ne faut pas généraliser, il y a sans doute des exceptions, mais il y a quand même une éducation des enfants à la perte de l'accent, et surtout, il ne faut pas l'attraper comme une forme de maladie. Et je me souviens de cette personne qui m'avait raconté, qui me parlait de sa maison de campagne en Ariège, et du fait que quand elle discutait avec son voisin là-bas, elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Parce qu'il avait un accent qui était trop prononcé. Donc c'est vrai que l'accent et le fait de garder son accent, parce que précisément ça renvoie, comme je disais tout à l'heure, aux parents, aux grands-parents, au milieu en fait, ça peut être un marqueur d'une sorte d'infériorité sociale. Si on réfléchit au capital culturel, là effectivement, si on lit, si on va au théâtre, si on écoute France Inter ou encore mieux France Culture, si on a une éducation supérieure à bac, au-delà de bac plus 5, alors là évidemment, si on a gardé son accent, c'est que quelque part il y a quelque chose qui cloche. Oui, mais alors on en a parlé en préparant cette émission, mais justement on travaille dans le milieu universitaire toutes les trois, et on a eu cette conversation justement où quand l'une ou l'autre monte à Paris pour faire une conférence ou travailler avec des collègues, personnellement en tout cas, c'est là où moi je me suis rendu compte que mon parler n'était pas forcément standard, que mon accent s'entendait quelque part, donc très ténu, mais il était quand même là. Et c'est ce sur quoi, finalement, on me parlait presque tout de suite en premier. Et ça participe, donc là, dans ce côté, ça évoque pas forcément, voilà, c'est pas un milieu de classe vraiment voilà, ouvrière, ou enfin tel que je le pense, tel qu'on me l'a fait remarquer, mais c'est plus une espèce de la fantaisie provençale, et on vient de cette campagne comme s'il n'y avait pas de ville en Provence, et puis on a l'accent, et puis on s'est construit une image à Paris de la Provence. On ne sait pas bien où elle s'arrête, où elle commence d'ailleurs, mais voilà, c'est un petit peu aussi l'impression que j'ai. Et d'ailleurs, on avait eu cette discussion, et Fanny, vous aviez dit, oui, il y a des gens qui réussissent très bien à Béziers et qui ont donc beaucoup d'argent, mais quelque part, ils ont l'accent, et donc on les verra quand même toujours comme pas le paysan, mais le provincial, quoi. Je me rappelle un petit peu de cette discussion, mais peut-être que vous le raconterez mieux que moi. Oui, alors, mais là, Émilie, vous dites on les verra comme le provincial, donc de suite, on prend une perspective parisienne. Tout à fait. C'est pour ça que dans certains entretiens ou podcasts à la radio, etc., on a parfois des déclarations du type l'accent est associé au milieu social et donc à la pauvreté. Ouais. Et quand on a l'accent du Sud, on est pauvre. Et alors pour moi, ça c'est une perspective qui déjà me gêne, parce que c'est pas la perspective des régions dont on parle nécessairement. Bon, moi, Béziers, c'est une ville moyenne, donc ça a été étudié sociologiquement, qu'est-ce qu'une ville moyenne, ses caractéristiques, etc. C'est sûr que nationalement, on est la 4e ville la plus pauvre de France. Mais donc on pourrait aussi parler de ça, mais je pense que parler de pauvreté, c'est déjà se placer sur le plan du capital culturel. Et donc de dire que quelqu'un est pauvre culturellement, ce qui est quand même relativement insultant. Pour en revenir à Paris et à l'université, moi je me souviens d'une communication que j'avais faite à Arras,
dans le cadre d'un colloque organisé par des collègues parisiens et auquel assistaient des collègues essentiellement parisiens. Et j'avais commencé à parler et je me souviens de sourire sur les visages du public, mais d'avoir pris, à mon avis, quelques secondes salutaires pour me dire que ce n'était pas contre moi et que j'étais visiblement différente, ou audiblement différente plutôt. Et quelque part, en soi, le fait d'avoir un sourire chez l'auditeur, ça n'est pas un problème, parce que ce sourire, il vient de la... Bon cliché. Non, mais il vient du fait qu'on remarque une différence, en fait. Et remarquer une différence en soi, pour moi, c'est pas problématique. Je suis consciente que dans ce colloque, et pour ces personnes-là, il est très rare d'entendre quelqu'un à l'université parler comme ça. J'en suis totalement consciente. Par la suite, je me souviens d'avoir discuté avec l'organisatrice qui avait été surprise que je sois en fait, j'étais en train de faire ma thèse, mais que je sois en train d'assister aux cours d'histoire des sciences à Cambridge et d'étudier là-bas. Ça l'avait surprise, sachant que je venais de la fac de Toulouse. J'avais été assez fière de ça, qu'elle soit surprise. Et puis je m'étais dit, elle est surprise, oui, parce que c'est original peut-être pour elle. Le fait que je ne sois pas normalienne, que je fasse ce genre de démarche. Et ça, pour moi, ça n'est absolument pas un souci, le fait de remarquer la différence et d'avoir une surprise de cette différence-là. Le problème, c'est la norme. C'est le fait de vouloir corriger. Je parlais tout à l'heure de quand je suis arrivée en prépa à Toulouse. Ma première colle, c'est-à-dire un oral, un examen oral d'entraînement. En littérature, je suis passée avec un professeur que j'admirais beaucoup, qui m'a dit qu'il y avait 2 soucis avec ma présentation, mon commentaire de texte. Le premier, c'était que je faisais de la psychologie des personnages. Alors, je pense rédhibitoire. Voilà, on enseigne toutes les 3, où on a été amené à enseigner la littérature à la fac, et c'est vrai que la psychologie des personnages, c'est le travers de tout étudiant débutant. Et le deuxième souci, c'est un défaut de prononciation. Donc il m'a dit, vous venez du Sud-Ouest, on est à Toulouse, je rappelle. Vous venez du Sud-Ouest, n'est-ce pas? Et moi j'ai répondu, non, je viens pas du Sud-Ouest, je viens de Béziers. Et il a répondu, oui, c'est pareil, c'est le Sud-Ouest. Et lui venait de... Alors lui, à ma connaissance, il est de la région, de la région de Toulouse. Mais c'est un... Voilà. Mais quelqu'un qui a gommé son accent. Et donc une partie en plus de son... Ou qui n'en a jamais eu. Ou qui n'en a jamais eu, parce que faisant partie d'un milieu où on n'en a pas, où il est de bon ton de ne pas en avoir. Mais le Sud-Ouest, c'est... géographiquement, bon, c'est l'Ouest aussi, Toulouse. Mais on a déjà eu l'occasion d'en discuter pendant la préparation de l'émission, mais il y a aussi chez les pédagogues, chez les enseignants, qui préparent à des concours. Donc là, en l'occurrence, c'était le concours de l'école normale supérieure, mais ça a pu vous arriver pendant la préparation au concours de l'agrégation, même si nous, c'était l'agrégation d'anglais. Donc, on a des épreuves où on doit utiliser du français, mais elles sont relativement limitées à l'oral. Cela dit, ce qui est intéressant sur ce type de préparation, c'est qu'à la fois, il fallait qu'on ait un accent neutre, on va dire, sur les épreuves en français, et à la fois, il fallait qu'on ait un accent vraiment authentique, nickel, parfait, en anglais, que ce soit anglais, américain, écossais, australien. Donc, voilà, on cherchait une cohérence et surtout l'anglais standard. Voilà, donc dans tous les cas, il fallait une sorte de standardisation de l'accent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en français, il fallait plus ou moins l'enlever, alors qu'il fallait à tout prix le gagner et avoir le moins de défauts possible, d'ailleurs, en anglais. Oui. Alors autant sur le moment en anglais, je me concentrais que sur ça, mais en y repensant, évidemment qu'on faisait le travail sur le français et ça me choquait pas plus que ça. Mais maintenant que j'y repense, c'est toujours encore une fois parce qu'il y a cette norme et il faut qu'on rentre dans cette norme si on veut avoir une chance de. Et dans ce cas-là, dans le cadre d'une préparation à un concours, quelque part, on pourrait presque remercier ces professeurs-là de nous corriger afin de nous aider à obtenir le concours. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Parce que la norme, elle est aussi à l'arrivée. Voilà. Donc, quelque part, eux ne font que répercuter sur leurs étudiants des exigences qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire d'intégrer pour rentrer dans l'école normale supérieure ou bien pour avoir l'agrégation. Donc, quelque part, moi, je ne peux pas en vouloir à ce professeur. Il y a après, des façons peut-être de faire et de dire. Voilà, plus ou moins violente. C'est l'expression le défaut de prononciation. Voilà, tout à fait. Le défaut de prononciation qui, en fait, moi, étant une bonne élève toute ma scolarité,
ayant fait le travail qu'il fallait faire en termes d'apprentissage et de rédaction, etc., étant quelqu'un qui par ailleurs écrit, j'ai trouvé ça très violent. Parce que quelque part, c'était la première fois à 18 ans qu'on me disait que je parlais mal. À Toulouse. Donc en parlant de concours et donc de normes, ça nous interroge un petit peu en fait sur la représentativité de l'accent en fait. Et si on parle justement de Paris ou de choses qui sont centralisées, on va peut-être l'envisager d'un point de vue politique. Est-ce qu'on peut être pris au sérieux quand on est en politique? Et à ce sujet, donc on voulait d'ailleurs écouter un extrait d'un reportage de France 3 Occitanie qui date de juillet 2020 et qui parle du Premier ministre. J'ai donc eu l'honneur de travailler de près sous votre autorité. Jean Castex, originaire du Gers et nouveau Premier ministre depuis seulement quelques jours, déjà moqué pour son accent sur les réseaux sociaux, comme ici celui du rédacteur en chef de Paris Match qui soulignait l'accent rocailleux et le style terroir du Premier ministre. Dans la ville rose, ou plutôt dans la ville rose, les Toulousains apprécient au contraire l'accent du locataire de Matignon. C'est beau l'accent toulousain, donc non, c'est cool. L'accent du sud, non? L'accent d'ici? Ouais, c'est ça, sud-ouest, Toulouse. C'est un peu de diversité, quoi. C'est comme diversité de couleurs de peau, diversité de hommes-femmes, diversité d'accent aussi, c'est cool. Voilà, donc la diversité, c'est cool. C'est intéressant. C'est vrai que je pense que la diversité d'accent et le manque de diversité d'accent a sans doute beaucoup moins d'impact sur la vie des personnes, la vie psychologique et même physique parfois des personnes que les problèmes de racisme qui peuvent exister, de mixité qui peuvent exister dans la société française. Donc je ne mettrai pas sur le même plan la nécessité de représenter davantage les accents que la nécessité de représenter la diversité de la société française par une diversité aussi visible, on va dire. Mais c'est intéressant parce que c'est en fait le document en soi, on sent que la journaliste qui fait la voix off est en train de gommer son accent. Elle commence avec Jean Castex où là elle a vraiment son accent et ensuite elle le change, donc c'est assez intéressant. Et après le fait d'aller interroger des Toulousains sur qu'est-ce que ça vous fait que Jean Castex ait un accent en soi est absurde en fait. Oui. Et tellement parisien en soi. Je dis parisien, c'est un cliché évidemment, je l'utilise à dessein. Hein. Mais justement, je voudrais qu'on revienne sur cette idée de parisien, parce qu'on a beaucoup opposé depuis le début dans notre discussion le sud parisien avec Paris. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, voilà, l'idée de cette norme un petit peu linguistique, nous quand on a parlé hier, on a parlé de lingua franca, de cette idée de, en fait, il faudrait une langue uniforme pour que tout le monde puisse se comprendre, etc. Et on dit beaucoup Paris parce qu'on a presque l'impression, c'est sûrement parce que le pouvoir est centralisé en France et vient de là, et qu'on le ramène à Paris. Mais cela dit, normalement, on considère l'accent de Tours comme étant le plus pur de France. Donc c'est pas forcément Paris, en fait. Voilà, qu'est-ce qui nous indique que c'est Paris? Et justement, le fait que la politique et le lieu du pouvoir, ça soit Paris, est-ce que ça change quelque chose? Alors, c'est vrai que parisien, c'est un raccourci quelque part. Il y a ce mouvement vers Paris dès qu'on veut travailler dans certains secteurs. Moi, ça a touché certains amis et membres de ma famille qui ont dû partir à Paris pour le travail, parce que dans la branche qu'ils avaient choisie, c'était l'endroit où faire les meilleures études, où trouver les stages, etc. Et donc, j'ai vu autour de moi le bon nombre de personnes qui ont dû perdre leur accent pour ça, pour se fondre dans la masse, pour arrêter d'être moqués et pour arriver aussi à avoir le travail qu'ils voulaient avoir et être pris au sérieux dans leur travail. Et en ce sens, c'est un centre de pouvoir, parce que là, les exemples que j'ai à l'esprit, c'est dans le commerce, dans les médias, pour avoir des postes vraiment intéressants, hein, et vraiment... alors, vraiment intéressant, c'est peut-être pas la formule adaptée, mais en tout cas dans de grosses entreprises et à des postes en vue. Ouais. Où là, garder son accent, c'était mal vu. Donc il y a une forme de pouvoir. Après, ce qui est intéressant peut-être avec Castex, c'est que le choix de cet homme politique est évidemment politique, hein, c'est-à-dire que on l'a pris parce que précisément il faisait entre guillemets terroir,
pour montrer une volonté du président de se rapprocher du peuple. Et donc, on a finalement la réaction escomptée, c'est-à-dire qu'il est visiblement, audiblement, inhabituel, et on le remarque. Et donc, le choix est remarqué. Donc, finalement, ça marche. Après, en ce qui concerne l'idée d'avoir un français homogène pour se comprendre tous, je pense que de la même manière qu'il faut que les gens soient éduqués à l'idée qu'un chirurgien peut être noir, il faut aussi qu'ils soient éduqués au fait qu'on peut, quelque part, être tout à fait bon dans son travail, et dans un travail intellectuel de premier plan, parce que là, on est en train de parler de profession intellectuelle, finalement, tout en ayant un accent marqué. Et quelque part, il faut peut-être éduquer les gens à cet accent. Peut-être qu'il faudrait entendre davantage de l'accent québécois à la radio, plutôt que de l'entendre une fois par an et d'en rire, et de s'arrêter là. Alors qu'en réalité, on parle de la francophonie. Tout à fait. On a donc justement un extrait de France 24, du journal de France 24 d'août 2018, qui va un petit peu dans ce sens. C'est vraiment une séquence qui fait le buzz depuis ces derniers jours. Alors la scène a eu lieu à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon était un peu agacé par une question d'une journaliste sur les récentes perquisitions dont il fait l'objet. Et il a réagi en se moquant de son accent. Écoutons-le. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre question, madame ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français ? Oui. Bon, au-delà du fait que c'est pas très bien de se moquer, là, il a mis le doigt sur un point très sensible ici en France. Il a mis en lumière le problème de discrimination lié aux accents régionaux. Le plus ironique, c'est qu'il est lui-même député de Marseille dans le Sud. Il l'a peut-être oublié. Exactement. Et en fait, il y a un terme qui existe pour désigner ce type de discrimination linguistique. Alors, préparez-vous, ça s'appelle la glottophobie. Voilà, toujours autant de gêne à écouter cet extrait. Surtout que j'avais une question quand on parlait là à l'instant du Premier ministre Castex. Est-ce qu'on se moque finalement de son accent ou est-ce qu'on se moque de lui, de ses propos, du fond ? Finalement, on ne sait plus où est la limite quand on voit les réactions, je pense en général, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Est-ce qu'on va se moquer de l'homme politique ou est-ce qu'on se moque de l'homme qui vient de la province, comme dirait justement, pourrait le penser, un Parisien. Bon, là ça revient un petit peu au même avec Mélenchon. On voit bien que là c'est l'accent qui... plus que le fond. Et après il s'est défendu en disant je n'ai pas compris sa question, je n'ai pas compris où elle voulait en venir. Ce qui va plus loin, c'est que quand même il demande après s'il y a une vraie question en français. Tout à fait. Sur le moment, ce qui transparaît, c'est juste il se moque d'elle et de son parler et non pas du fond. Donc là, je vous laisse réagir, Fanny. Oui, je trouve que à la limite, il était à une période assez tendue pour lui politiquement et qu'il ait réagi comme ça à vif peut s'entendre. Ce que je trouve fort dommage, c'est son explication par la suite qu'il pensait qu'elle se moquait de son accent méridional, alors qu'il n'a pas d'accent méridional. Déjà. Et que son accent de Marseille, alors que justement elle est de Toulouse, que ce sont deux accents différents, il s'est un petit peu pris les pieds dans un vrai sujet. Et ça, c'est vraiment assez décevant, sans doute, de la part d'un personnage politique de premier plan qui est écouté, mais ça a donné suite à une polémique qui était intéressante. On a parlé un petit peu du sujet. Après, en ce qui concerne Castex, moi, personnellement, par exemple, je trouve que son accent, évidemment, je le connais très bien. Il est proche de mon accent et de celui de mes proches. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est sa façon de parler paternaliste qui n'a rien à voir avec son accent, finalement. Il pourrait avoir un accent, entre guillemets, standard et s'adresser dans ses discours... c'est autre chose. Voilà, parler de façon très lente... en infantilisant un peu ses interlocuteurs dans la façon dont il leur parle. Et ça, je pense que vous, comme moi, on sait très bien que quand on enseigne, la façon dont on s'adresse à nos étudiants conditionne un peu leur réaction et que parfois, la façon dont on parle à ces étudiants fait qu'on les considère comme des égaux ou comme des gens en dessous. Voilà. Et là, moi, c'est davantage ça qui me gêne avec lui. Après, clairement, on se sert de son accent pour se moquer dans le cadre aussi d'une contestation politique.
parce qu'il est à la tête d'un gouvernement qui, en tout cas, même si on ne va pas aller sur ce terrain-là, s'attaque particulièrement frontalement à l'université publique en ce moment. Donc moi, je comprends qu'on se serve de ce trait de sa personnalité pour le caricaturer. Après, il y a un glissement vers la moquerie et la décrédibilisation du fond en attaquant la forme, à laquelle nous, on est habitués quand on parle avec un certain accent. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué à Marseille, par exemple, dans, on va dire, un certain milieu culturel où les acteurs de ce milieu ne viennent pas nécessairement de Marseille, ils s'y sont installés parfois il y a 10 ou 15 ans, mais ils viennent d'ailleurs. Ils ont un accent relativement standard, entre guillemets. Et à chaque fois qu'ils racontent une anecdote sur une personne qu'ils ont rencontrée qui a dit quelque chose de bête, ils vont refaire l'accent de cette personne, parce qu'il se trouve que cette personne venait de Marseille et avait un accent marseillais. Et ça, je l'ai fait remarquer à une amie qui travaille dans ce secteur-là. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu parles d'une personne qui a dit quelque chose d'intéressant, tu ne refais pas son accent. En revanche, quand il s'agit d'un propos stupide, tu refais l'accent. Et elle n'avait jamais réfléchi à cette question-là. Donc il y a vraiment aussi un manque total de réflexion, mais qui se comprend parce que dans les médias, nous sommes baignés d'un accent neutre et les accents ne sont pas représentés. Mais les gens n'y réfléchissent tout simplement pas, en fait, parce que c'est pas un sujet. Donc, ce qui était aussi intéressant dans ce reportage, c'est à la fin, donc on voit on parle de glottophobie. Et en fait, c'est en lien avec la proposition de loi d'une députée qui souhaite reconnaître en fait la glottophobie comme étant une source de discrimination linguistique. En fait. Est-ce que pour vous, c'est important qu'il y ait une loi comme ça, par exemple, qui passe ? Alors pour moi, la discrimination basée sur l'accent, elle est vraiment pas à mettre sur le même plan que les autres formes de discrimination, que ce soit le racisme, l'homophobie. Ce sont des discriminations qui ont un impact sur la vie psychologique et physique des personnes, un impact qui est complètement autre en termes d'échelle que ce que moi je peux ressentir si on se moque de mon accent. Cela dit, il est vrai qu'il y a des emplois qui ne sont pas décrochés parce qu'on n'a pas le bon accent. Donc il y a une forme de discrimination à l'emploi. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Je ne sais pas s'il faut une loi. Je ne sais pas si les lois... Parfois, le problème avec les lois, c'est qu'on croit on croit que le souci est réglé parce qu'on a passé une loi. Alors qu'en réalité, pour moi, si France Télévisions continue à faire des séries policières régionales dans lesquelles personne n'a l'accent de la région, sauf un personnage tout à fait tertiaire qui sert le café au commissariat, alors là, rien ne changera et ça ne sert à rien de faire passer une loi si on n'est même pas visible dans des fictions financées par nos impôts. On va y revenir sur ce sujet plus particulièrement dans l'épisode un petit peu plus tard, sur le plan vraiment artistique et culturel. Mais on peut faire le lien, puisqu'on avait des petits extraits là, à vous passer, avec ce qu'on peut voir à la télé entre les fictions, donc les pubs en l'occurrence. Donc on en a un petit florilège, voyons voir. Vivre d'amour et de blé français. Coupé, c'est quoi cet accent ? Vivre d'amour et de blé français. Tu veux vraiment te faire virer, toi ? Vivre d'amour et de blé français. Ah bah voilà, quand tu veux. Crackers de Belin, fabriqués en France avec du blé français. Alors, ce qui est intéressant dans cette pub qui nous a bien fait réagir, c'est qu'on reprend ce qu'on disait, la discrimination à l'emploi, puisque même si ça concerne les crackers, apparemment, elle existe. Donc, il faut absolument gommer son accent, sinon on n'a pas accès à certains postes. C'est du blé français, alors on parle français, s'il vous plaît. Exactement. Donc après, ça rentre dans une démarche marketing commerciale qui sert à renforcer justement le produit local français, etc. Des raccourcis totalement douteux. Voilà. Fanny, une réaction. Oui, alors, si seulement ça pouvait simplement être un problème de crackers, ce serait moins problématique. Oui, je sais pas quoi penser de cette publicité. J'avoue que je la connaissais pas. Donc, je sais pas si je dois me dire que c'est une façon de
mettre en lumière une réalité, mais en fait, c'est une autre façon de montrer que cette situation est normale, voire drôle, voire sympathique. Alors qu'en réalité, c'est... Je vous ai dit, le simple fait que, parce que je suis dans une cabine d'enregistrement, je sente qu'il faut que je change la façon dont je parle pour m'adapter à une situation sociale qui est en fait une situation sociale intellectuelle et sérieuse. Même si au fur et à mesure, je suis sûre que les auditeurs se seront rendus compte que j'ai changé la façon dont je parle. On fera un petit montage. Nous avons un podcast intellectuel et sérieux, je suis ravie de l'apprendre. Et moi aussi, j'ai pris le compliment. C'est ça. Non, mais ce simple fait, et que ça soit... En fait, c'est de l'ordre du réflexe. Mais comme moi, mon travail se passe beaucoup dans le champ intellectuel, ça me pose question parce que je me dis finalement est-ce que ça veut dire que c'est anormal pour moi d'être là parce que j'aurais pas dû faire ça comme dans la vie, j'aurais dû faire autre chose alors que cette simple réflexion n'est pas recevable. En fait, cette pub, elle va dans un sens, on va dire, traditionnel. Elle ne crée rien de nouveau. Elle surfe sur une vague habituelle et qui repose avant tout sur des clichés, en fait, tout simplement. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ailleurs d'explorer ces clichés. Et on va d'ailleurs écouter un deuxième spot qui est légèrement différent, qui traite d'un accent différent. Voilà. Mais on a hâte d'avoir votre réaction, Fanny. Petite variété d'accent. Si je suis l'homme le plus recherché du Kentucky, celui que l'on traque sans relâche. Veuillez avancer votre cheval, le colonel va prendre votre commande. C'est grâce à mon célèbre Kentucky Burger. Du vrai poulet frit maison, du bacon croustillant et du cheddar affiné. Découvrez mon authentique Kentucky Burger et ses Kentucky Fries. En ce moment, chez KFC. Alors, c'est un podcast sans pub, mais nous n'avons pas de financement, malheureusement. Nous sommes ouvertes aux propositions, cela dit. Alors donc, on a un autre accent, Fanny. Est-ce que ça vous plaît ? Oui, moi après j'ai grandi en regardant les matchs de basket de la NBA commentés par George Eddy qui a toujours forcé son accent américain et pour moi ça faisait vraiment partie de l'expérience de regarder du basket américain commenté en français avec un accent américain. Donc je vois tout à fait l'argument marketing et l'impression de voyager simplement avec... marketing, avec ça va encore plus loin que l'accent. C'est que là, la pub tourne autour du western, on est sur du cliché. Une identité. Là. Voilà, Sergio Leone, y a tout. Il y a le fouet, il y a la musique, il y a les enseignes qui tournent, il y a tout. Est-ce que c'est pour ça qu'on va aller acheter leur burger ? Il a l'air authentique en tout cas. Moi, quand j'entends parler, je me dis bon, on nous l'importe directement du Kentucky. Et la question de l'authenticité est intéressante. Ouais. Parce qu'il y a tous les clichés, est-ce que c'est authentique ? Moi, je me dis que s'il n'y avait pas tout cet imaginaire complètement exotique convoqué, on réaliserait peut-être que c'est de la malbouffe et qu'on ne devrait pas manger ce genre de choses. Donc, ils sont peut-être un peu obligés d'aller chercher tout ça. Après... Les clichés ont toujours une part de réalité, une part de fondement. Évidemment, oui. Et ceux qui sont attachés aux accents étrangers ou aux accents régionaux ont une part de vérité. Si on revient à l'accent dit du Sud, c'est lié au soleil. Je pense que toutes les trois, on est attachés à notre climat et on se dit qu'on est très très heureuse d'être ici parce que on devient peut-être un peu plus triste quand on est dans des zones où il fait moins beau. Mm-hmm. Donc il y a une... Là, ici, on est vraiment dans la caricature. Dans la caricature fait vendre en général. C'est ça qui est peut-être malheureux pour tous les accents. On a un dernier exemple d'ailleurs, en parlant de caricature. Amigos, dites adios au repas ennuyeux et buenos días aux barquitas. Faites original ou faites simple. Mais quoi que vous fassiez, faites comme vous voulez. Barquitas Old El Paso. Ce qui est intéressant donc, dans cette publicité, c'est qu'en plus, elle reprend exactement le spot publicitaire américain avec le même acteur. Et il est juste doublé avec une voix française qui juste va déjà donner des termes espagnols et en plus forcer cet accent mexicain.
Oui, on est presque sur du Michel Leb. Fanny? Je pense que de toute façon, dans ces publicités, même si c'est pour des raisons marketing et parce qu'on veut justement pousser les consommateurs à avoir l'impression qu'ils partent dans un Mexique complètement fantasmé, ce qui les caractérise, ces pubs, c'est une forme de paresse en fait. On fait pas, il n'y a pas de gros efforts pour se dire peut-être que si on faisait un petit peu différemment, les gens continueraient à acheter nos produits. Et en plus de ça, partiraient avec ce petit supplément d'ouverture. Pour moi, l'ouverture, elle ne doit pas nécessairement venir des publicités. En revanche, elle doit venir des fictions, en fait. À la fois des fictions et du fait que les personnes qui ont une autorité culturelle, qui passent à la télévision, qui passent dans les médias, qui ont un bagage culturel qui justifie leur présence dans ces médias comme des figures d'autorité, si ces personnes-là ont un accent, je pense que plus elles l'exprimeront, et ça se voit, il commence à y avoir une petite inflexion là, ces dernières années, avec des journalistes qui conservent leur accent, avec même des acteurs. Je pense à la série 10% qui a été créée par Fanny Herrero, qui vient de la région. Et il y a un des agents de 10% qui a fait ses études à Aix-en-Provence et qui a un accent d'ici. Je pense que c'est dans la représentation, dans la fiction, dans les paroles d'autorité dans les médias sur des sujets un peu politiques, intellectuels, etc., que les gens vont finir par se dire « Ah, peut-être, tiens, c'est intéressant, ce personnage me plaît et il n'est pas caricatural », ou bien cet intellectuel dit des propos vraiment intéressants sur le fond et j'en ai fini par oublier son accent. Comme vous disiez tout à l'heure, Émilie, avec Brassens, dont on finit par oublier qu'en fait, il est sétois. Par contre, ce qui est intéressant, Fanny, on en avait parlé en amont pour préparer cette émission, c'est dans 10%. Certes, on a un personnage qui a une haute fonction et qui représente une autorité culturelle et intellectuelle avec un accent assez léger, cela dit, mais le personnage qui a un accent le plus fort, c'est la maman coiffeuse qui est restée à Cannes et voilà, et qui est quand même un personnage qui est très dans les clichés et qui est poussé au maximum de ce qu'on peut faire dans la représentation d'une Cannoise. Alors je suis partiellement d'accord avec vous, Anaïs, parce que pour moi, le problème avec le personnage caricatural, ce n'est pas le personnage caricatural en soi, c'est le fait qu'il soit seul dans le paysage médiatique, ou bien seul dans la série en question. Par exemple, il y a des critiques qui se sont élevées contre le film Intouchable en disant que c'était un film caricatural qui présentait... dans lequel le personnage d'Omar Sy était un jeune Français noir qui venait d'une cité, qui ne s'intéressait pas à la haute culture, qui dansait bien, donc qui cochait un peu toutes les cases de la caricature. Et pour moi, ce film ne pose pas de problème en soi. Ce qui pose problème, c'est que Omar Sy ait eu le César du meilleur comédien pour ce film-là. Le fait que à l'époque où Intouchable est sorti, ça a peut-être un peu changé depuis, mais on avait très peu de rôles qui étaient offerts aux jeunes comédiens français noirs de talent, et que finalement le film était un petit peu tout seul dans le paysage, hein. Et là, c'est ça le problème avec la caricature et le cliché, c'est le fait que ce soit la seule chose qui se passe, ce soit un cliché ou une caricature. Dans 10%, je pense que le cliché de la maman provinciale qui vient d'un milieu socio-économique particulier, qui soit en plus un petit peu enfermée dans le rôle d'une mère protectrice, qui a de bons sentiments, qui pense à sa fille. En gros, elle est gentille, elle est bien brave, comme on dit chez moi. Comme on dit chez nous. Vous aussi. Donc, elle existe, elle est là, mais il y a Gabrielle qui existe aussi. Et il y a Julien Doré qui existe aussi. Oui. Il y a un contrepoint et il y a une diversité. C'est une diversité minime, j'en suis complètement d'accord. Mais au moins, il y a Gabriel. Et Gabriel est monté à Paris. Il a un boss d'agent dans une des meilleures agences de Paris. Et il a un accent, en fait. Et ça, c'est censé être réaliste parce que c'est une série qui est réaliste avec beaucoup de guests, etc. Donc, c'est pas une série... On sait qu'on regarde une fiction quand on regarde 10%. Mais l'intérêt de la série, et la raison pour laquelle elle continue d'être faite, elle marche beaucoup. C'est une des séries qui est très regardée par les Français, c'est qu'on a l'impression de rentrer dans ce milieu, de pénétrer dans ce milieu-là, qui est un milieu qui nous fascine, parce que c'est les stars, etc. C'est réaliste, et il y a un acteur qui a gardé son accent
dans une fiction réaliste. Et ça, pour moi, ça n'a pas... C'est dans le paysage médiatique français, c'est plus ou moins... C'est pas unique, mais c'est rare. C'est rare. Ça peut être une série qui va justement influencer et faire bouger les choses, un peu comme ce que vous disiez. Le problème que Omar Sy ait eu le César pour comme vous l'avez expliqué, pour Intouchable, mais au final, ça l'a aussi lancé. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus visible et ça veut dire qu'il est plus le seul aussi aujourd'hui. Donc, c'est peut-être ces premières étapes qui sont nécessaires pour justement avoir une meilleure représentativité. Oui, pour moi, il y a la perspective historique est importante. Il faut se dire qu'on est dans une progression et qu'on avance. Je pense qu'on avance. Comme je disais, ça fait plusieurs années qu'on commence à avoir des journalistes, des universitaires qui parlent, qui ne changent pas leur façon de parler dans les médias et qui parlent d'un endroit particulier et qui, quelque part, revendiquent de l'endroit d'où ils parlent. Parce que même si, pour moi, le terme glottophobie est sans doute exagéré, je pense que le rejet de la différence et le rappel permanent à la norme, qu'il s'agisse de la norme d'accent, mais même de la norme de genre, de la norme d'orientation sexuelle, de la norme d'origine ethnique, de couleur de peau, etc., ce rappel à la norme et donc ce rejet de ce qui n'est pas la norme, c'est un problème fondamental en France. Oui. Et quelque part, le fait qu'on ne parle pas trop de l'accent, et pourtant ça concerne beaucoup de personnes qui dès qu'elles sortent de leur région, dès qu'elles sortent de leur milieu, se voient confrontées à la nécessité d'effacer une partie d'eux-mêmes. Le fait d'en parler, ça permet aussi de réfléchir aux autres formes de discrimination et aux autres formes de rejet de la différence. Et quand je parlais de l'exemple de cette amie qui a été amenée à réfléchir sur ses réactions quand elle refaisait l'accent marseillais pour s'en moquer. Je pense que si on réfléchit à ses réactions ou à son attitude vis-à-vis de l'accent, ça peut nous permettre aussi de réfléchir à nos attitudes vis-à-vis de tout ce qui est différent. Oui, tout à fait. À propos donc de tous ces clichés et de ce qu'ils véhiculent en tout cas dans le paysage médiatique, nous accueillons Claire, qui est doctorante à l'université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste d'histoire britannique des XVIe et XVIIe siècles, mais aujourd'hui, elle va nous parler de ces identités régionales et de leur valorisation en tout cas dans le paysage économique. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais sortir des sentiers battus pour vous parler communication et image de marque. Car si les accents régionaux sont source de discrimination, certains en ont fait un redoutable outil marketing. C'est ainsi que Puget met en avant dans ses spots publicitaires un personnage emblématique du sud de la France qui n'est autre que Fernandel, en détournant des extraits de films cultes des années 50. La marque réécrit des dialogues décalés, amusants et met en scène le savoir-être et le savoir-vivre méditerranéen. Une huile d'olive, c'est comme une femme. Il faut savoir la choisir parfumée, subtile, délicate, comme la Puget. C'est pas vrai? Ah oui. Bon, j'ai la dalle, moi, on bouffe ou quoi? Oh, délicate. C'est prêt, ma douceur. Puget, inimitable depuis 150 ans. Conversation décontractée à l'accent chantant, garrigue et cigale, il n'y a pas de doute, nous sommes bien en Provence. Habile stratégie marketing, Puget joue la carte de la nostalgie du temps d'avant, mais surtout celle de l'authenticité. Le personnage charismatique de Fernandel évoque chez les consommateurs la sympathie et la convivialité qui sont autant de valeurs que souhaite incarner la marque. Mais le monde de la grande distribution n'est pas le seul à s'être emparé des clichés de la Provence. Le créateur de mode Jacques Mus, lui-même originaire du sud de la France, en a fait l'identité de sa griffe, à commencer par les noms de ses collections. Ainsi, le gadjo, qui signifie le mec en marseillais, coup de soleil ou encore les santons de Provence, reprennent et déconstruisent un à un les différents éléments du folklore provençal. Au travers de ses créations, il mêle chapeau de paille oversize, décline les imprimés maticiens ou champêtres et compose des looks décontractés aux lignes épurées. Mais le créateur ne s'arrête pas là. Pour parfaire la signature visuelle de sa marque, il organise des défilés dans des lieux iconiques du sud de la France. Ainsi, on peut voir ces mannequins défiler dans les Calanques en 2018 et dans les champs de l'Avent de l'année suivante. Enfin, son storytelling d'enfant du Sud, touchant et bien rodé, constitue la ligne directrice de la communication qu'il mène sur son compte Instagram. Alors vous me direz, mais qu'en est-il de l'accent dans tout ça ? Eh bien ici,
Si l'accent ne s'entend pas explicitement, il semble tout de même présent d'une manière subtile, presque métaphorique. Au même titre que le cigale ou le bruit de la mer, l'accent s'inscrit dans le paysage sonore du Sud. Jacques Mus nous donne donc à voir et à entendre un Sud idéalisé et fantasmé qu'il fait voyager jusqu'à la capitale et à l'international. Via la création artistique, l'accent marseillais est sublimé, mieux, il est adouci et les critiques écrivent qu'il n'égratine plus les oreilles des Parisiennes. Rien que ça. La province marginale redevient une Provence poétique, visuelle et sonore, dans laquelle l'accent prend une valeur d'héritage culturel. Il n'est pas simplement un élément isolé, mais s'inscrit dans toute une identité et un patrimoine régional, et ça, le marketing l'a bien compris. Les accents ont le pouvoir d'invoquer tout un univers et un imaginaire propre à une région, sur lesquels les marques se construisent une image traditionnelle et authentique. À l'ère de la standardisation, les accents nous rappellent parfois avec nostalgie le temps des spécificités locales et vocales. Vestiges des dialectes de nos aïeux, ils nous prennent par les sentiments, réveillent en nous des souvenirs lointains. C'est un bagage invisible et intime que nous transportons avec nous. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans En Bonne Voix, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse en bonne compagnie avec cette interprétation du poème de Zamacoïs, L'accent. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort? Que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du Nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, aux vieux troncs rabougris, et le petit village où la treille est splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Merci Claire pour cette chronique. Vous restez avec nous pour la fin de cette émission ? Avec plaisir. Et merci d'avoir terminé cette belle chronique avec cet extrait du poème de Miguel Zamacoïs, lu magnifiquement par Fernandel, qui nous montre bien que des fois l'accent peut sublimer certains écrits littéraires, poétiques. Et à ce sujet, nous on va enchaîner sur un nouvel extrait qui vient en fait de l'émission Par Jupiter sur France Inter et qui date du 20 avril 2018, où l'invité est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, quand vous venez d'Avignon, oui. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez un accent? Oui, comme vous. Non, j'avais un accent. Effectivement, j'avais un accent et je devais. J'avais deux handicaps déjà. J'étais pas très grand et j'avais un accent. Et à l'époque, mon physique correspondait pas du tout aux critères de l'époque. C'était les grands, tout ça. Et donc ça a été. J'ai eu des débuts difficiles. Effectivement, et jouer Molière avec l'accent, c'est pas terrible, quoi. Alors Daniel Auteuil n'a peut-être pas grandi, mais en tout cas, il a perdu son accent, et ça, c'est bien, apparemment. Alors Fanny, c'est vous qui avez choisi cet extrait, parce que c'était une émission qui vous avait fait un peu réagir, et vous vouliez qu'on revienne dessus pour parler justement donc de l'accent. Alors oui, j'ai choisi cet extrait parce que c'est une émission Par Jupiter que j'écoute assez régulièrement. Et un des points forts de l'émission, je trouve, c'est la diversité d'accents. Avec les animateurs belges, il y a aussi un extrait, juste avant l'extrait qu'on a montré, dans lequel l'humoriste burkinabé Roukiata Ouedraogo fait sa chronique avec son accent burkinabé en français. Et je trouve ça assez précieux, en fait. Et le fait que Auteuil soit amené à parler de son accent et de son expérience m'avait fort intéressée au début. Et par la suite, j'ai été assez déçue de l'écouter. Alors, il y a l'extrait continue, là, on a choisi un tout petit morceau. Mais ce que je trouve vraiment triste pour le morceau qu'on a écouté, c'est
il sous-entend que quelque part les critères physiques pour un acteur, le fait de devoir être grand, tout ça on l'a un peu oublié. Aujourd'hui il y a une diversité dans le paysage cinématographique français avec des acteurs qui ont des physiques différents. Mais en revanche, l'accent et la nécessité d'avoir un accent neutre, il ne le remet absolument pas en question, alors que c'est un acteur aujourd'hui majeur, qu'on est en 2020, et qui pourrait avoir pris un certain recul que visiblement il n'a absolument pas pris. Mais bon, ça c'est sa décision quelque part. On compare directement l'accent à un handicap physique. On en est là, en tout cas dans ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas s'il mesure vraiment ses propos, évidemment, mais en tout cas, après, un petit peu plus loin dans l'émission, puisqu'on a écouté cette partie-là, on continue de parler de son accent. De toute façon, on voit bien que c'est le sujet aussi qui va faire rire toute l'équipe qui est autour de lui. Et il surenchérit, il me semble, en disant que bon, son accent revient de temps en temps. Alors autant on disait toutes ici que c'est vrai que lorsqu'on est dans un contexte familial proche, nos accents ressurgissent, reviennent vraiment de manière plus forte. Lui, il dit que voilà, quand il boit, il se détend et donc à ce moment-là, on associe cet accent à l'état d'ébriété, donc à l'alcool, à ce côté festif, désinhibé. C'est un petit peu ce que je disais quand je disais que le fait d'être dans une cabine d'enregistrement, ça avait une influence sur la façon dont je parle et sur l'atténuation de mon accent. Je pense qu'il y a une contrainte qu'on s'impose individuellement à changer son accent pour s'adapter à un milieu social, à une situation particulière. Et clairement, l'alcool permettrait de se détendre et ça met surtout l'accent, pour faire un super jeu de mots, sur le fait que la contrainte est énorme et qu'on est dans un état, on s'inhibe d'une façon telle que seul l'alcool pourrait enlever cette pression-là. Et d'ailleurs, dans l'émission, même les Belges soulignent ça. C'est une sorte de grande blague pour eux de dire oui, effectivement, il faut boire pour retrouver son accent. Ce qui fait, encore une fois, ce qui met en lumière le contrôle qu'il faut exercer sur soi pour le perdre. Et je voulais également revenir sur un passage qui est assez intéressant et surtout la manière dont il inclut en fait cette histoire d'accent qu'il met sur un pied d'égalité avec un critère esthétique qui est celui en fait de la taille. Donc on est vraiment sur un critère esthétique dans le milieu de l'acting. Et en fait ici, l'accent se met sur ce même pied esthétique en fait et on peut comparer ça avec une esthétique sonore finalement. Visuellement, la taille ne conviendrait pas, mais au niveau de sa voix également, ça ne convient pas non plus. Donc on est vraiment dans une espèce d'esthétique globale d'un milieu un petit peu artistique, cinématographique ici, et son accent est un problème là-dedans. Oui, la norme est à la fois visuelle et sonore, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi dit dans le reste de l'émission, c'est qu'il y va pour présenter un film. Et dans ce film, il y a une représentation par un metteur en scène avant-gardiste d'une pièce de Molière, où Molière est donc joué avec un accent espagnol, il me semble. C'est ça. Oui. Et là, ça semble tolérable, et encore. Oui, parce que c'est un metteur en scène avant-gardiste, et il le dit. Voilà. Il parle d'avant-garde en 2020, ce qui est assez fou, surtout qu'il y a un théâtre, par exemple, la scène belge est une scène théâtrale très intéressante. Il y a des troupes qui sont formidables sur scène, qui jouent Molière sur scène avec un accent wallon ou bien un accent flamand francisé, et c'est génial. Et c'est une telle réduction du champ du goût de se dire qu'il y a... parce que c'est ce que disait Claire, finalement, il y a le beau, le laid. Et alors, le beau est limité à finalement... Au standard. Et puis, encore une fois, cette limitation-là, elle est liée à d'autres limitations. Seuls les corps valides sont présents sur scène, seuls les corps blancs sont présents sur scène. Enfin, on peut dérouler toute cette liste-là, mais c'est une réduction du champ, en fait. Et c'est fort dommage, parce que ça a un impact sur beaucoup de monde. Si on additionne toutes les minorités, on arrive à la majorité. Donc il serait temps peut-être de
s'interroger sur ça. Pour rebondir plutôt même sur la chronique que nous a présentée Claire, on voit bien de toute façon que l'accent, on l'utilise plutôt il arrive pas là par hasard en tout cas. On s'en sert pour évoquer quelque chose et c'est contrôlé, c'est mesuré, c'est toujours, si j'ai bien compris ce que vous avez dit en tout cas, c'est vraiment cette idée de l'adoucir et donc de présenter quelque chose de convenable qui sorte de la norme mais pas trop. Voilà. Pas trop, et c'est une version en plus de cet accent un petit peu qui est totalement idéalisé. Du moins, l'univers qui s'y attache est un univers qui est idéalisé, qui est fantasmé, qui est lissé et adouci. On récupère que le beau, finalement, pour revenir sur cet accent du Sud, on récupère que le beau de l'accent du Sud. Ouais, Molière lu par Fernandel, peut-être c'est encore trop pour Daniel Auteuil. D'autant que Daniel Auteuil parle de Molière en disant que quelque part jouer Molière avec un accent serait aujourd'hui encore déplacé ou je ne sais plus quel adjectif il utilise. Mais alors qu'à l'époque, Molière ne se jouait pas. À l'époque de Molière ne se jouait pas avec l'accent soi-disant neutre d'aujourd'hui. Et Molière s'est fait pendant 13 années en province. Il a joué à Béziers, on se souvient très bien de lui à Pézenas. Il s'est construit en province parce que Paris ne voulait pas de lui. Et il y a une certaine prononciation baroque qui serait peut-être intéressant de retrouver. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ça. Ce serait bien d'en parler un peu du fait que la norme a évolué aussi et qu'elle n'a pas été là de tout temps. Il y a peut-être un effort de mémoire à retrouver. Je pense qu'on a perdu la mémoire quelque part, où on s'est créé une fausse mémoire, de la même façon qu'on imagine que le français d'aujourd'hui est un Gaulois valide, blanc, hétérosexuel, et grand, n'oublions pas. Grand, avec un accent neutre de Paris. Cette personne n'existe pas. On en connaît, mais ils sont là, mais ils ne sont pas la majorité de la population. Donc ce serait peut-être bien de retrouver, de la même façon qu'il faut retrouver la mémoire coloniale. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille. Il faut aussi retrouver la mémoire de notre diversité régionale. Parce qu'on est un pays, on n'est pas simplement une capitale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de la série 10%, on a parlé de toutes les fictions qui sont financées par nos impôts sur les chaînes du service public. Mais par contre, dans le travail de préparation qu'on a fait pour cet épisode, on a aussi beaucoup parlé des séries britanniques et notamment diffusées sur la BBC qui, elles, au contraire, ont tendance à valoriser la diversité des accents dans l'Union. Alors, est-ce que, justement, c'est parce que c'est une entité politique et géographique qui est une union, c'est la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Est-ce que c'est ça qui oblige du coup à rendre compte de cette diversité, ou est-ce qu'en fait ils ont juste une culture différente au niveau du son en fait ? Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a la même chose aux États-Unis et ça rejoint ton analyse peut-être du fait que ce soit uni. Donc on va peut-être plus valoriser les identités, les régionalismes, en tout cas les identités culturelles de régions, je ne sais pas. Pour justement montrer qu'elles ont besoin de s'unir et d'être représentées. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, la diversité des accents dans les séries produites par la BBC, qui est financée par l'impôt des Britanniques, de la même façon que nous finançons par l'impôt les fictions de France Télévisions. Mais la richesse de ces séries par rapport à nos séries en France. C'est assez frappant. Moi, mes parents regardent beaucoup ce type de fiction, donc quand je vais les voir, je les regarde avec eux, et je trouve ça, alors, je vais utiliser l'adjectif scandaleux, mais je sais que c'est un adjectif très fort. Et moi, c'est vraiment parce que nous finançons ces fictions avec notre argent, et qu'il faudrait quelque part que les gens qui ne se sentent pas représentés par ces fictions-là, et elles sont, il y a de plus en plus de fictions de France Télévisions qui mettent en scène des crimes qui se passent dans, entre guillemets, les régions. Et non seulement l'accent n'est pas représenté, mais en plus, quand il est représenté, c'est dans un milieu socio-économique
particulier. Donc ça va être le stagiaire dans le commissariat de police qui va ramener le café et va dire quelque chose avec l'accent. S'il y a des suspects, ça va être vraiment des suspects vite écartés. Ce sera jamais un meurtrier ou quelqu'un ou un personnage principal. Jamais, il n'y a pas d'accent. Et en plus de ça, on a régulièrement 1 ou 2 blagues dans cette fiction sur l'accent. C'est-à-dire que Candice Renoir, qui se passe à Sète, au bord de l'étang de Thau, se sert, et là il y a une forme d'appropriation du paysage, parce que la lumière est magnifique, qu'on aimerait tous avoir une maison au bord de l'étang de Thau, en tout cas moi j'aimerais beaucoup, c'est sublime, donc on prend le décor, en revanche on enlève tout l'accent, et de temps en temps Candice Renoir fait une vanne sur l'accent. Donc il y a une forme d'insulte qui est financée par l'impôt, alors que, comme vous disiez Anaïs, en Grande-Bretagne, on a beaucoup d'excellentes séries criminelles qui représentent l'accent du nord de l'Angleterre, l'accent écossais, l'accent irlandais. Moi, je me souviens d'avoir dit déjà un amphithéâtre à Marseille avec mes étudiants de première année, alors qu'on abordait un peu ce sujet-là des différentes nations qui forment le Royaume-Uni. Je leur parlais de la série The Fall, qui se passe en Irlande. Une série qui met en scène un tueur en série avec un fort accent irlandais. Et j'ai posé la question à l'amphithéâtre, plein d'étudiants de première année, est-ce que vous pourriez imaginer une série française qui parle d'un tueur en série marseillais dans laquelle le personnage du tueur en série aurait l'accent marseillais? Et l'amphithéâtre a éclaté de rire. Et je les ai laissés rire et puis je leur ai dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec votre réaction puisque vous-même, pour la plupart d'entre vous, avez l'accent marseillais? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a jamais eu de tueur en série avec un accent qui soit un petit peu différent que l'accent standard en France? Il y a un problème avec l'idée que nous ne sommes pas crédibles dans la fiction. Est-ce que ça veut dire qu'on n'existe pas? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas exister? Ou on ne devrait... Parce que il y a beaucoup de gens avec l'accent que j'ai, ou qui vivent par exemple à Sète, qui sont médecins, qui sont inspecteurs de police, qui sont avocats. Je ne veux pas non plus faire de classisme en disant que ce sont des emplois qui sont vraiment supérieurs aux garçons qui amènent le café dans Candice Renoir. Hein. Je ne veux pas redupliquer ça ici, maintenant. Mais je veux simplement dire qu'il y a un problème avec notre légitimité à exister dans la fiction avec, encore une fois, mais je souligne ce point, la redevance audiovisuelle que nous payons. Donc que TF1 fasse un film qui se passe, je pense à la série La Promesse, qui se passe en partie à Bayonne, où personne n'a l'accent dans cette série, c'est très choquant pour quiconque a déjà passé un peu de temps à Bayonne, mais soit. Mais 100% Bio, qui est une série qui a été produite par France Télévisions, avec Didier Bourdon qui refait l'accent basque, mais qui est le seul personnage dans la série à avoir l'accent basque. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, on reproduit un stéréotype volontairement avec l'accent, avec l'argent du public. L'accent argent, voilà. C'est comme dans notre série, on va dire, censément locale, Plus belle la vie, où il me semble que les acteurs n'ont pas l'accent du Sud. Les acteurs qui jouent à l'intérieur n'ont pas l'accent du Sud. Oui, il y a surtout un acteur qui a l'accent, qui joue le personnage de Roland, et qui est un acteur qui vient de Béziers, donc qui vient de ma ville natale. Pour et ensuite, série, donc, il y a... à Marseille. Ouais, voilà. Et il y a une actrice qui joue un personnage qui a l'accent du Sud-Ouest, plutôt, qui est présenté comme un personnage qui vient du Sud-Ouest, donc on fait quand même ce petit effort-là. Mais dans tous les cas, ces deux personnages sont caractérisés par leur bonté, leur générosité, leur côté très sentimental. Ils travaillent tous les deux dans un café. L'un est propriétaire du café, l'autre est serveuse, et elle sort d'une grande précarité. En aucun cas, on a dans cette série, il y a des personnages de médecins, d'enquêteurs, d'hommes politiques. Tous ces gens-là n'ont pas l'accent. Voilà, et même les acteurs qui viennent du Sud, qui viennent du Sud-Ouest ou qui viennent de Provence, ont perdu leur accent. Si vous regardez les premiers, il y a des premiers épisodes de Plus belle la vie où il y avait des actrices qui avaient gardé leur accent et qui l'ont enlevé. Et je pense qu'il y avait cette idée de succès économique en disant vous avez trop d'accent, il faut le gommer parce qu'on fait une fiction nationale. Tout à fait. Et moi, je ne m'attendrai pas à ce que tout le monde parle avec l'accent marseillais, parce qu'il y a une diversité qu'il faut maintenir, il faut respecter cette diversité-là, mais il faut un petit peu de fidélité au réel.
au réel. Il faut arrêter de nier le réel. Et on pourrait attendre justement donc, du service public qui tende à revaloriser les territoires et donc revaloriser les accents, notamment en les représentant plus ou tout simplement en engageant aussi des acteurs locaux. Voilà, sans associer ici succès national avec langue standard. On y revient. Et puis, il ne faut pas être trop pessimiste parce qu'il y a des fictions qui commencent à sortir avec des rôles dramatiques qui sont confiés à des personnes qui ont un accent assez marqué. Je pense à Éric Cantona, qui quelque part se sert de sa légitimité culturelle parce que ça a été un grand footballeur, donc il est parti de la culture populaire et puis il s'est fait sa place dans le cinéma français. La série Dérapage dans laquelle il figurait, qui est sortie l'an dernier, est vraiment un bel exemple de rôle dramatique incarné par un acteur qui a l'accent du Sud, et son origine géographique n'est vraiment qu'un micro-détail de l'histoire. À un moment donné, on mentionne l'endroit où il est né, mais ça n'influence rien sur la coloration du personnage. Et ça, pour moi, c'était de voir cette série-là, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je me suis dit que, alors Arte sont particulièrement forts pour ce genre de prise de risque, je pense. Finalement, j'attends plus rien de France Télévisions en ce qui me concerne, mais je pense que Arte a peut-être davantage ce courage-là d'essayer des choses, et je pense que si ces tentatives marchent, et c'est le cas avec Dérapage, il va y avoir un embrayage. Les autres producteurs, les autres grands médias vont peut-être se dire finalement, ça n'a pas. Le public a peut-être été surpris, mais pas tant que ça. Sur ces mots de courage, de risque et de tentative, Fanny, on va vous remercier vraiment d'avoir discuté avec nous de l'accent. On voit que les choses évoluent quand même et que tout n'est pas si noir. Et nous sommes très contentes de vous avoir entendu aujourd'hui. Merci Fanny, merci Claire. Merci. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est très agréable. Nous remercions Fanny Robles d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode autour de l'accent. C'était En Bonne Voie, un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré au studio On Mars. Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés sur notre site et les réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode.